Le résumé de Inébranlable, la réponse au traumatisme n'est jamais une erreur. Et tout ce qu'il faut savoir pour reprendre sa vie en main, de Mary Catherine MacDonald, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Briser l'image du traumatisme. Le monde serait merveilleux si les gens n'avaient pas à vivre des expériences traumatisantes. Quelqu'un, quelque part, est en train de faire le deuil d'une personne, de faire face aux conséquences du harcèlement qu'il a subi, ou d'avoir des flashbacks de la guerre. Puisque ces événements sont émotionnellement dévastateurs, la société et certains experts en psychologie aiment considérer les traumatismes comme des faiblesses. Dans de nombreux cas, les personnes qui les subissent semblent brisées et incapables de fonctionner normalement au sein de la communauté. Mais une telle perspective est loin de la vérité. Aussi étrange que cela puisse paraître, les réactions émotionnelles déclenchées par un traumatisme, autrement dit, les mécanismes d'adaptation, sont les signes d'une force intérieure. Elles indiquent que le corps a les ressources nécessaires pour lutter et se protéger contre des expériences potentiellement accablantes. Par exemple, avez-vous déjà vu quelqu'un s'allonger sur le sol dans un moment de forte tension? Ce n'est pas un moyen de faire rire ou une façon d'attirer l'attention. Il s'agit plutôt d'une réaction au sentiment de mise en danger. S'allonger sur le sol peut aider certaines personnes à se calmer, à ancrer leur énergie et à se rendre compte qu'elles sont en sécurité. Il est intéressant de noter que certaines personnes s'allongent sur le sol presque inconsciemment. D'autres mécanismes d'adaptation consistent à s'isoler ou à fuir la situation, voire à se mutiler, par exemple en se battant ou en buvant beaucoup d'alcool. Le fait de subir un traumatisme ne diminue pas votre valeur en tant que personne. Au contraire, cela peut renforcer votre résilience. Avez-vous besoin de changer votre point de vue sur les traumatismes et leurs effets sur le corps humain? Une meilleure compréhension de ce qui se passe pendant une crise peut apporter réconfort et espoir. Alors utilisez ce résumé comme une puissante feuille de route pour avancer sur le chemin de la guérison ou aider d'autres personnes à traverser cette période de turbulence. Point clé 2. L'évolution de la recherche sur les traumatismes. La notion de traumatisme et les problèmes de santé mentale qui en découlent ont toujours intrigué les scientifiques du monde entier. D'une manière générale, l'histoire a connu 5 phases au cours desquelles les analystes ont élaboré des théories différentes. En Égypte ancienne, les médecins pensaient que les problèmes de santé mentale étaient liés à l'utérus vagabond. Il s'agissait donc d'un problème féminin. En Grèce, Hippocrate pensait que l'activité sexuelle permettait de guérir les symptômes dépressifs. En raison de la bonne réputation des médecins égyptiens et d'Hippocrate lui-même, connu comme le père de la médecine, personne n'a remis en question ses croyances pendant longtemps. Dans les années 1800, une nouvelle ère d'études psychologiques a commencé, avec Sigmund Freud et Pierre Janet comme figure de proue. Ils travaillaient principalement avec des femmes présentant des symptômes de détresse psychologique, alors appelée hystérie, et concluaient qu'un tel comportement résultait d'expériences traumatiques passées. Ils croyaient en quelque chose de caché au plus profond de la psyché, et dans la plupart des cas, il s'agissait d'une agression sexuelle. Aussi révolutionnaire qu'ait été cette découverte, les gens continuaient à considérer les traumatismes comme exclusifs aux femmes. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats sont rentrés chez eux traumatisés, prouvant ainsi que les problèmes de santé mentale n'avaient rien à voir avec le sexe. Au début, certains experts étaient persuadés que leur traumatisme provenait des lésions cérébrales qu'ils avaient subies au combat. Cependant, ce n'était pas le cas pour la plupart des soldats, car seuls certains d'entre eux avaient été proches des explosions. Incapables d'expliquer un tel phénomène, certains psychologues ont commencé à associer les traumatismes de guerre aux faiblesses personnelles des soldats et à leur féminité. À leurs yeux, les vrais hommes ne pouvaient souffrir d'aucun trouble mental. Les personnes ont le droit de demander de l'aide pour leur santé mentale sans craindre d'être jugées ou discriminées, quel que soit leur sexe ou leur âge. Après la guerre du Vietnam, les spécialistes ont réalisé que les expériences traumatisantes pouvaient toucher n'importe qui. C'est comme ça que le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, a fait son apparition dans les manuels et les livres de médecine. À l'heure actuelle,
la psychologie connaît des changements importants. Les technologies modernes, comme les scanners cérébraux, peuvent montrer ce qui se passe dans l'esprit des personnes traumatisées et la gravité de certains symptômes. Le saviez-vous? Quand Sigmund Freud s'est rendu compte que la plupart de ses patientes avaient subi des agressions sexuelles, il a abandonné ce domaine d'étude. La plupart des femmes qu'il traitait appartenaient à la classe supérieure, et révéler des détails aussi choquants à leur sujet était trop provoquant. Point clé 3. Les tours que vous joue votre cerveau. Le stade moderne de la recherche sur les traumatismes permet de comprendre que les émotions sont profondément enracinées dans le cerveau des gens. Ainsi, la réaction au traumatisme n'est pas seulement un état d'esprit, mais un processus biologique. Quand vous vivez une expérience quotidienne, qu'il s'agisse d'une conversation avec un ami ou de vacances en famille, vous sollicitez activement votre hippocampe, une zone du cerveau qui stocke les informations de votre environnement et les transforme en souvenirs. Ces souvenirs sont organisés et cohérents et peuvent susciter des émotions comme la joie ou la tristesse. De plus, votre cerveau étiquette ces souvenirs. En d'autres termes, il leur attribue une signification. En revanche, votre cerveau a un autre mode d'emploi en cas d'événements traumatisants ou de situations potentiellement dangereuses. Imaginez que votre système d'alarme se déclenche soudainement la nuit. Vous entendez le son, votre corps est immédiatement réveillé et votre cœur s'emballe. C'est le travail de l'amygdale et du tronc cérébral. La première informe votre corps que quelque chose ne va pas et le tronc cérébral déclenche la production d'hormones de stress. Logiquement, dans ces moments de chaos, d'autres fonctions, comme la création de souvenirs cohérents, sont désactivées. Les personnes victimes d'agressions sexuelles ou physiques ou d'accidents horribles se souviennent rarement de la chronologie des événements. Leur système nerveux s'est tellement concentré sur la survie qu'il a oublié d'en tenir compte. Certains détails, cependant, passent au travers. L'odeur, la couleur des vêtements, la musique, les mots. Ça devient des déclencheurs. Chaque fois qu'une personne les voit ou les entend, son corps se met inconsciemment en mode de défense. On raconte l'histoire d'un homme qui s'évanouissait chaque fois qu'il montait avec l'ascenseur ou qu'il montait les escaliers. Comme il était en bonne santé, les médecins n'arrivaient pas à expliquer cette anomalie. Lors d'une thérapie, il s'est avéré que l'homme avait survécu à un accident d'hélicoptère, mais qu'il s'était évanoui au moment de la catastrophe et qu'il ne se souvenait de rien. C'est pourquoi la sensation de monter est devenue son déclencheur. Pour atténuer l'emprise des réflexes incontrôlables, envisagez une thérapie narrative. Essayez de raconter votre histoire et de rétablir la chronologie et les détails les plus importants. De cette manière, votre corps se préparera à l'odeur soudaine que vous sentez ou à la voix que vous entendez dans la rue et atténuera son impact. N'ayez pas peur de faire remonter votre douleur à la surface. Cela vous aidera à la traiter et en fin de compte, à la vaincre. Point clé 4. Traitez votre blessure morale. Les cas de soldats traumatisés sont particulièrement déchirants, car, dans la plupart des cas, ils subissent une blessure morale. Certains se noient dans la culpabilité. Comment peuvent-ils profiter de la vie pendant que leurs camarades meurent? Ces pensées peuvent être accablantes et pousser la personne à se mutiler. D'autres vétérans perdent le sens du monde, tout ce qu'ils savent de la vie, de la mort, des principes moraux et de la justice s'effondre. Ce sentiment peut être familier à de nombreuses personnes. Chacun a un ensemble d'hypothèses qu'il applique à son environnement, une feuille de route dans sa tête pour naviguer dans ce monde. Le ciel est bleu, l'école commence à 8h30, vous vivez chez vos parents, vous avez un chat. Dans votre esprit, ce sont des faits indéniables. Mais un jour, votre chat meurt et votre monde s'écroule. Cela fait 10 ans que vous avez votre animal de compagnie. Il a vécu avec vous toute votre enfance et votre adolescence, et vous ne pouvez pas imaginer votre maison sans sa présence. Maintenant, vous vous rendez compte que les chats meurent et que, si vous prenez un autre animal, vous risquez de subir la même perte dans 10 ans. Quand les soldats assistent à la mort de leurs amis sur le champ de bataille, ils peuvent être confrontés à des pensées similaires et commencer à s'interroger sur le sens de la vie et sur l'équité de ce monde.
La culpabilité de n'avoir pas pu changer le cours des événements fait partie des sentiments les plus dévastateurs pour les personnes souffrant de blessures morales. Ces personnes pensent que ce qui leur est arrivé était entièrement sous leur contrôle. Elles n'ont donc pas réussi à sauver la vie de quelqu'un ou à fuir leur agresseur. Étonnamment, cette approche est beaucoup plus facile à gérer pour eux, même si elle n'est pas vraie. S'ils acceptent ne serait-ce qu'un instant que la vie est imprévisible, ils risquent d'être encore plus écrasés. Il peut être difficile de reconnaître que l'on ne maîtrise pas sa vie, mais cela peut s'avérer nécessaire pour surmonter les émotions négatives. Si vous êtes confronté à des émotions similaires, essayez de discuter de votre histoire avec un thérapeute. Le fait d'en parler pourrait soulager la tension que vous ressentez à l'intérieur et vous aider à comprendre le pourquoi. Pourquoi vous vous sentez accablé et pourquoi vous avez agi de la sorte. Une autre technique puissante consiste à écrire 4 interprétations de votre expérience. Par exemple, vous avez fait une erreur. C'était le destin. C'était de la chance, etc. Ensuite, considérez les émotions que ces versions évoquent et la façon dont votre corps réagit. Le but de cet exercice est de vous permettre de reconnaître d'autres perspectives et de les accepter progressivement. Point clé 5. Pourquoi la question de savoir qui est le plus mal loti n'a pas d'importance? De nombreux psychologues ne s'entendent pas sur les événements qui peuvent être qualifiés de traumatisants. Certains experts utilisent même les appellations grand traumatisme et petit traumatisme pour définir l'intensité de l'expérience. Une telle distinction est préjudiciable pour la compréhension des traumatismes. Elle crée l'illusion que ceux qui, par exemple, ont été victimes de harcèlement à l'école, de violences psychologiques ou d'un divorce douloureux, souffrent moins que ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. En réalité, la réaction de la personne importe plus que ce qui s'est passé. L'humiliation à l'école peut entraîner un malaise durable, une mauvaise estime de soi et d'autres problèmes, comme la dépression et l'anxiété. Sur le plan biologique, tout le monde possède la même amygdale, et cette partie du cerveau ne fait pas la différence entre les traumatismes en majuscules et en minuscules. Elle perçoit tous les dangers de la même manière et déclenche la même réaction. Comparer qui a la pire situation ne peut qu'aggraver la honte et la culpabilité d'une personne par rapport à son expérience traumatisante. Quand il s'agit de la perte d'un proche, d'un amant ou d'un ami cher, les gens ont tendance à négliger l'effet que ça a sur les autres. Puisqu'il s'agit d'une expérience universelle, elle ne figure généralement pas sur la liste des événements traumatisants. Là encore, tout dépend de la réaction du système nerveux. Quelqu'un peut avoir du mal à vivre un événement aussi déchirant et ressentir un profond chagrin qui ne disparaît pas avant longtemps. Certains peuvent être traumatisés par le décès de leur grand-mère en phase terminale, d'autres peuvent être choqués par la mort soudaine de leur professeur d'université. Il n'y a pas de honte à être en deuil, quelle que soit la forme qu'il prend. Un des paradoxes de la vie, c'est que les gens finiront inévitablement par perdre quelqu'un qu'ils aiment profondément. Nous sommes faits pour comprendre, et le monde est fait pour nous échapper. Mary Catherine MacDonald. Quand quelqu'un que vous aimez décède, il est essentiel de se rappeler que cette personne ne disparaît pas complètement. Son corps disparaît, mais ses paroles de sagesse, ses plaisanteries, ses encouragements et les moments que vous avez partagés vous accompagnent toute votre vie et vous pouvez les transmettre à d'autres générations. Faites une liste de toutes les choses que vous aimez chez cette personne et cela vous rappellera qu'elle vivra toujours dans votre cœur. Point clé 6. Comprendre la dynamique des relations toxiques. Une relation toxique est une autre expérience de vie qui peut conduire à un traumatisme. Cette dynamique peut être visible à différents niveaux, par exemple entre parents et enfants, amis et amants. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la victime était responsable de l'abus. Lors d'une expérience, ils ont demandé à plusieurs hommes violents envers leurs femmes pourquoi ils se comportaient ainsi. Les hommes ont immédiatement accusé leurs épouses. Selon eux, ce sont leurs femmes qui les ont provoquées. Quand les mêmes scientifiques ont discuté avec les femmes, ils ont remarqué un détail important. Toutes les femmes d'hommes violents avaient tendance à être renfermées et froides. Les experts ont donc pris le parti des hommes. Ils pensaient que ces femmes
pouvaient mettre leur mari en colère. À l'époque, personne ne pensait que les abus avaient pu modifier les traits de personnalité de ces femmes, au point de les faire passer de personnes chaleureuses et confiantes à distantes. L'un des facteurs susceptibles de pousser une personne à commettre des abus est le déséquilibre du pouvoir dans une relation. Par exemple, l'un des partenaires peut gagner plus d'argent ou avoir un statut plus élevé dans la société. Logiquement, le conjoint le plus puissant pourrait ressentir le besoin de dominer, tandis que l'autre pourrait avoir une faible estime de soi et se soumettre complètement. Un autre facteur qui peut rendre extrêmement difficile de sortir d'une relation toxique est l'accumulation d'émotions. Après chaque dispute, il y a des moments de réconciliation et d'affection. À ce moment-là, le cerveau commence à produire des substances chimiques qui rendent joyeux et très vite, la personne devient dépendante de ces montagnes russes émotionnelles. Il n'existe pas de trait de personnalité toxique. Il s'agit d'un modèle de comportement qui apparaît dans certaines circonstances. Sortir d'une relation abusive demande beaucoup de courage et de détermination. Une fois maltraitées, les personnes se sentent désespérées. Elles n'entrevoient pas d'avenir radieux. Pour y remédier, il faut se laisser aller à l'espoir. Consacrez 15 minutes par jour à la rêverie. Pensez à la version la plus folle de l'avenir que vous pourriez avoir. D'une part, cela stimulera la créativité de votre cerveau et d'autre part, vous cesserez de stresser à propos des événements futurs et commencerez à percevoir les possibilités d'une vie meilleure autour de vous. Le circuit de la peur et le circuit de l'espoir fonctionnent comme des contrepoids. Soulevez l'un et l'autre s'abaisse automatiquement. Mary Catherine MacDonald. Conclusion. Au XXIe siècle, les gens parlent de traumatisme. D'un côté, c'est une bonne chose. Plus les questions de santé mentale seront médiatisées, plus les gens se sentiront à l'aise pour en parler. D'un autre côté, une telle popularisation de ce sujet peut conduire à sa dévalorisation. Par exemple, un ami peut vous dire à quel point son partenaire est narcissique, tandis qu'un autre peut se plaindre d'une file d'attente interminable dans un supermarché et du fait que cette attente l'a traumatisé. Ces termes sont ancrés dans la culture quotidienne et font oublier leur gravité. Le psychologue américain Robert Stolorow définit 2 indicateurs cruciaux de traumatisme. Les traumatismes sont insupportables. Dans des circonstances normales, vous ressentez toute la gamme des émotions et vous les mémorisez. En cas de détresse, votre cerveau refuse d'enregistrer toutes ces informations ou peut les cacher au plus profond de votre psyché et vous protéger par des mécanismes d'adaptation. Il n'y a pas de foyer relationnel. Quand une expérience traumatisante se produit, votre cerveau peut avoir du mal à donner un sens à des souvenirs chaotiques. Vous avez besoin d'un foyer relationnel, comme des amis, de la famille ou un thérapeute, qui puisse vous apporter un soutien émotionnel. Sinon, sans ce soutien, votre traumatisme risque de s'aggraver. N'hésitez pas à demander de l'aide et à vous ouvrir si quelque chose de similaire se produit. La guérison ne se fera peut-être pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des années, mais vous serez soulagé de trouver votre espace sécurisant et de vous engager sur la voie de la découverte de soi et de la paix. Essayez ce qui suit. Remplissez votre vie de joie. C'est un remède éprouvé contre l'humeur dépressive. Prêtez attention à la nature, aux personnes qui vous entourent ou à votre chanson préférée. Soyez attentif quand vous choisissez un thérapeute. Assurez-vous que la personne à qui vous parlez ne vous rend pas honteux de vos pensées et de vos émotions. Quand vous êtes submergé par des émotions négatives, jouez à Tetris. Ce jeu apaisera votre anxiété. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.